Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la contextualisation des projets écosystémiques collectifs d'excellence évolutive humaine. Je vais faire ici une analyse de la vidéo précédente. La vidéo précédente sur la matrice léopotentielle évolutif humain s'inscrit dans un processus dont la finalité est d'accompagner l'émergence de projets collectifs alignés avec les principes écosystémiques du vivant et permettant le plein déploiement des hauts potentiels évolutifs humains. Ce processus est un parcours apprenant, expérientiel, qui alterne des phases actives et des phases passives, des phases de confrontation d'idées, des applications pratiques et créatives, des temps d'évasion dans la nature et avec des partages et des retours à la fin de chaque étape. Il s'agit d'un parcours qui permet d'intégrer progressivement les éléments, les compréhensions subtiles et matérielles pour faire émerger de façon naturelle la structuration écosystémique du projet et les compétences nécessaires. Donc, allons voir le déroulé des processus d'alignement des projets. Donc, l'étape numéro 1 est la contextualisation du projet. L'ouverture des sujets, l'approfondissement et les débats sur la base des supports de réflexion. Donc, la vidéo précédente, celle sur la matrice héliopotentielle humain, avait justement une fonction à l'intérieur de cette phase. C'est-à-dire, elle va faire émerger à travers la présentation d'hypothèses diverses et variées qui sont compatibles, mais même pourraient sembler contradictoires, toute une série de points de vue qui vont être confrontés. Et ça s'effectue en amont du projet, ce qui permet en fait de tester les différentes typologies d'archétypes des personnalités, les croyances, les valeurs, et ça évite qu'il y ait des gros problèmes une fois que le projet est déjà planifié et qu'on est déjà dans la phase de l'action. La phase numéro 2 de ce déroulé, c'est le brainstorming sur la vision personnelle de ce qui est le projet. C'est encore très tôt, mais ça permet déjà aux personnes de s'exprimer par rapport à ce qu'elles imaginent être le projet. Et ça permet à chaque individu de prendre conscience aussi des positions des autres, ce qui est fondamental dans une mise en place d'un processus écosystémique. 3. Réalisation collective d'une étoile dodécaédrique. Alors, c'est cette image en haut à droite qui représente dans la matière une synthèse idéale du fonctionnement écosystémique du vivant. Donc, c'est une partie créative et pratique métaphorique, parce que dans cette action, dans cette réalisation, en fait, on va identifier ce qui sont les éléments fondamentaux des écosystèmes. Et on en déduit d'autres qui sont plus subtils. Quatrième phase, c'est le rappel et mise en résonance des principes écosystémiques du vivant. Donc, on va parler des 16 principes de fonctionnement des écosystèmes vivants sains, des 3 principes éthiques et des 12 principes de design écosystémique. Donc, c'est ça qui va donner une mise à niveau, une synchronisation, une première synchronisation d'éléments encore différents et non alignés avec quelque chose de commun, une base commune. Phase numéro 5, c'est l'identification et l'approfondissement des indicateurs écosystémiques des projets et réflexion sur la définition du projet sur la base de ces indicateurs. Donc, quels sont ces indicateurs? Donc, les premiers, c'est les 8 capitaux et l'économie régénérative. Ensuite, il y a la pyramide des Diels sur l'harmonisation des niveaux de cohérence des projets, la pyramide des besoins de Maslow, les grands 8 des niveaux de conscience, la conscience ordinaire, conscience déductive, la conscience intuitive supérieure d'en haut et la conscience instinctive, conscience supérieure d'en bas. Ce qui permet aussi l'analyse du point suivant, qui est les archétypes des personnalités, leur interaction et harmonisation dans les phases du projet. Chose qui est fondamentale à faire en amont du projet, avant qu'il soit planifié, parce que sinon, ces éléments peuvent constituer un élément d'explosion du projet une fois qu'il est dans la phase de l'action. Définition d'un cahier des charges écosystémique du projet, mise en mouvement des dynamiques itératives de convergence de toutes les dimensions du projet, de tous les éléments. Et c'est à ce stade-là
qu'on va faire émerger l'écosystème projet aligné avec les principes universels du vivant et convergent avec les futurs évolutifs d'excellence individuelle et collective. La raison d'être d'excellence individuelle doit correspondre à ces moments-là des synchronisations avec la raison d'être supérieure collective. Donc maintenant, on va passer à l'analyse de la vidéo précédente, la matrix et réalisation de haut potentiel humain. Et on va écouter. Bonjour à toutes et à tous. Je vais relever ici les défis de traiter en une dizaine de minutes la synthèse en images et texte de ma recherche et expérience, pratiquement d'une vie et encore en cours d'évolution. Alors, je vais faire une précision. En fait, j'ai répondu à une commande pour une conférence de pouvoir résumer en 10 minutes ce qui est la matrice et les solutions. Ça représente en fait une synthèse de toute ma recherche et du coup, c'était très intéressant parce que ça m'a permis de réduire tout à seulement 10 minutes, mais ces 10 minutes, après, ont besoin d'être déployées et je vais devoir faire des précisions. Après, si vous avez des questions, c'est encore mieux parce que je vais répondre à votre commande, votre demande d'informations ou des précisions. Ça va permettre l'émergence dans ce processus intuitif des réponses qui sont déjà acquises, mais qui ont besoin d'être manifestées à l'extérieur. Ça va être assez concentré et speed, donc accrochez vos ceintures et bon voyage. On va se poser les questions. Y aurait-il une matrice artificielle hostile à l'évolution naturelle de l'humain, une matrice contraposée, superposée à une matrice universelle du vivant? Y aurait-il des plans potentiels humains intrinsèques et à déployer? Alors, ce qu'on essaie ici, avec ces questionnements, et ce qu'on va faire pendant la vidéo, c'est en fait de comprendre les niveaux de responsabilité et voire des culpabilités de l'humain par rapport aux conditions actuelles. Est-ce que l'humain est pleinement responsable de la situation actuelle ou il y a des forces majeures qui agissent dans ces contextes et qui déterminent et détournent l'action pertinente humaine? C'est des questions importantes, c'est des hypothèses et contre-hypothèses, mais ça permet effectivement d'ouvrir ces sujets dans une confrontation d'idées à l'intérieur d'un collectif, ce qui permet déjà de faire émerger les différentes typologies archétypales des personnes et leur niveau de sensibilité, ce qui est fondamental à faire émerger en amont du projet. À l'intérieur d'un plan évolutif d'excellence qui intercepte notre futur potentiel d'excellence qui est déjà réalisé dans les futurs, mais qui a besoin d'être actualisé dans les présents. Je vous donnerai mes réponses, mes conclusions et solutions, et après, j'expliquerai mon parcours pour y arriver. Déjà, très jeune, avant l'âge de 10 ans, je me suis rendu compte que le monde des adultes ne tournait pas rond. Je voyais une différence entre ce qui était naturel et qui était régi par des lois du vivant et ce qui était artificiel et forcé et qui était régi par des lois humaines pas toujours très compréhensibles. Alors, ce qu'on essaie ici de déterminer, c'est quels sont les principes du vivant écosystémique, parce que, évidemment, les projets écosystémiques, ce sont des projets humains qui font avec les principes naturels écosystémiques de la nature et que, du coup, permettent en fait d'identifier ce qui sont des détournements ou des déviations apportées par notre mental, notre ego, des conditionnements humains qui ne sont pas alignés avec ces principes. Il y a un adage qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Cela signifie qu'on ne peut pas invoquer son ignorance de la loi pour prétendre d'y échapper. Je me demande si ces principes fonctionnent aussi bien pour les lois universelles comme pour celles humaines. Comment faire si les lois humaines sont parfois stupides et pas alignées avec les vivants? Et est-ce que si le monde humain ne tourne pas rond, c'est juste une question d'ignorance
des principes universels du vivant, ou il y a aussi une question de sabotage. Est-ce que ce sabotage est seulement interne au système ou il est acté par des entités déstabilisatrices, parasites extérieures au système? Des anciennes sagesses comme la tradition nahualique toltèque de l'Ancien Mexique, les livres de l'Ancien Testament et les Védas indiens convergent avec de nombreux chercheurs modernes sous l'hypothèse d'un sabotage extérieur capable de dévier l'action humaine par rapport à son idéal évolutif, naturel et spirituel. Alors voilà, par ces hypothèses, en fait, qui ont une certaine base historique, en fait, on essaie de porter un certain discours, mais ce discours reste une hypothèse qui va être confrontée, et le but de cette vidéo dans le processus de contextualisation est de permettre ces confrontations d'idées et l'identification des différentes typologies archétypales des personnalités et des valeurs, etc. Ça va être vraiment une phase d'exploration très importante. Ça reste certes des hypothèses de travail à vérifier, mais tout à fait intéressantes à prendre en considération dans les processus d'analyse et d'émergence des propositions des solutions à la situation de crise totale actuelle. Compte tenu de tout ça, il serait légitime de se poser quelques questions sur la nature de la matrice, sur les processus évolutifs de l'humain et sur les plans potentiels humains. Donc, voilà, il y a ces questions. Ces questions sont intéressantes à se poser aussi par rapport au fait que la situation actuelle n'est pas souhaitée par les humains individuellement et très probablement même pas collectivement, mais on s'y trouve dedans. Donc, il y a un problème. On est en train de faire des actions qui continuent de détruire les écosystèmes, détruire notre environnement, détruire aussi notre système humain, économique, social, culturel, etc. Donc, ces questions, même si ce n'est pas une entité extérieure, sont tout à fait légitimes et c'est tout à fait légitime de les poser. Castaneda, dans sa description de la tradition toltèque, qui est aussi actualisée jusqu'à nos jours, il parle des parasites qu'il nomme flyers, qui sont des entités d'une autre dimension qui consomment certaines de nos émotions humaines, comme nous consommons de la nourriture. Nous sommes consommés au travers de nos émotions incessamment occasionnées par notre dialogue intérieur. Les parasites ont dessiné l'environnement social de telle façon que nous sommes en permanence en train de projeter des ondes d'émotions qui sont immédiatement absorbées. Ce sont les prédateurs qui nous ont imposé nos systèmes de croyances, nos idées sur les biens et les mal, nos mœurs sociales. Ce sont eux qui suscitent nos espoirs, nos attentes, nos rêves, les succès et notre peur d'échec, qui insufflent dans notre esprit convoitise, avidité, cupidité et lâcheté, et qui rend l'humain prétentieux, routinier, égocentrique. Alors, ces descriptions sont très intéressantes et légitime dans le moment où, si je disais la matrice n'existe pas, il n'y a pas de ces problématiques, on passerait à côté de toute une série de réflexions. Tandis que ces descriptions ouvrent justement à cette réflexion. Et cette réflexion est présente à tous les niveaux de l'humain quand il s'agit de performances. Même à niveau du coaching dans un sport, ces aspects-là de l'émotion, du mental, des interférences sont fondamentales parce qu'elles nous parasitent, que ce soit interne, donc à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est une question fondamentale à clarifier. Ils ont accompli une manœuvre extraordinaire sur le plan stratégique. Ils nous ont donné leur esprit, leur mental, leur système d'exploitation. Ils ont remplacé notre esprit encore primitif par le leur qui était bizarre, incohérent, grinçeux et hanté par la peur d'être percé à jour. En fait, ils nous ont civilisés. Sans cela, nous serions encore cachés
dans les grottes. Ils nous contrôlent au travers de nos traditions et nos coutumes. Ils sont les maîtres de la religion, les créateurs de l'histoire. Nous écoutons leur voix à la radio et nous lisons leurs idées dans les journaux. Ils dirigent tous nos moyens d'information et nos systèmes de croyances. Les flyers constituent pour nous un défi évolutif auquel nous ne pouvons pas nous soustraire. Nous ne devons pas les mésestimer, nous devons les vaincre pour que l'univers laisse l'être humain poursuivre son existence et son parcours évolutif. Une façon de les vaincre consiste à donner de moins en moins d'importance à l'ego ordinaire que Castaneda appelle l'autocontemplation, c'est-à-dire ce dialogue mental permanent alimenté par des émotions telles que l'envie, le manque, la jalousie et la peur. Dans la description faite par Castaneda, on peut retenir des concepts comme la contrainte et l'évolution. Et on peut aussi mettre en connexion quelques intuitions. Alors, la contrainte et l'évolution. Effectivement, ce type de descriptif et de réflexion est dans mon processus, dans les processus de projet écosystémique, c'est celui de faire émerger une conscience profonde. Et du coup, l'émergence de ces consciences face à ces contraintes, ces obstacles, etc., est accélérée, catalysée. Et c'est là qu'on a une opportunité évolutive majeure dans la situation actuelle. Reprenons. Des bases. Matrice est synonyme des moules. Une sorte d'utérus, c'est les correspondants négatifs desquels contribuent à faire émerger un positif. Il ne faut pas s'identifier avec la matrix comme il ne faut pas s'identifier avec un miroir qui réfléchit notre image. Il faut savoir utiliser la matrice pour les opportunités évolutives qu'elle peut nous offrir et il ne faut pas se faire utiliser par elle. Alors, la matrice, comme le moule de la pomme, en fait, a la finalité de structurer la base de départ. Ça, c'est dans un sens évolutif. Du coup, la matrice peut être utilisée comme une opportunité évolutive. Mais si la matrice nous contraint dans une forme préétablie et définitive, voire obsolète, eh ben, à ce moment-là, ce n'est plus un processus évolutif, mais c'est l'humain qui a en main les clés pour transformer quelque chose de contraignant et de limitatif de ses potentiels en quelque chose au contraire, un tremplin pour l'expansion totale de ses potentiels. Continuons. Il faut faire jouer les détachements pour ne pas rester piégé dans son processus structurant et pour nous permettre en fait d'être démoulés et être viables à notre nouveau niveau évolutif. La matrice peut être aussi métaphoriquement identifiée comme la cage et les lions dans le cirque, et l'humain est le dompteur apprenti qui doit arriver à développer ses pleins potentiels en interaction avec la matrice pour pouvoir en sortir honorablement grandi, vivant et passer au niveau suivant. L'importance de définir dans sa globalité les contextes est fondamentale. Alors ici, on a l'image des 6 sages aveugles indiens qui doivent définir un éléphant qu'ils n'ont jamais vu. Évidemment, ils sont aveugles, ils n'ont jamais contemplé dans sa totalité. Du coup, il y a le sage qui touche la queue et dit « Ah, un éléphant, c'est une corde ». Il y a celui qui touche la jambe et dit « Ah, mais c'est une colonne ». Celui qui touche le corps et dit « Ah, mais non, c'est un mur ». Celui qui touche la défense dit « Ah, c'est une branche ». Celui qui touche la trempe, il dit « Ah, c'est un serpent ». Et celui qui touche l'oreille, il dit « Ah, ben, c'est un tissu ». Ils ont tous raison d'un point de vue relatif, mais dans l'absolu, ils ont tous tort. Ils possèdent chacun une partie de la vérité. Et c'est là que ces mises en synergie et en synchronisation des éléments de l'écosystème et des personnalités permet finalement de faire un écosystémique de ces petits morceaux, de ces petites pièces de puzzle. Et ce qu'il y a, c'est que ces pièces de puzzle, elles sont déformées parce que chacune prend sa connaissance comme la vérité. Donc, il faut relativiser les vérités de chacun pour pouvoir les mettre dans ce complexe global
Donc, les remettre dans cette vision globale, qui est la fonction première du processus de l'écosystème, processus d'émergence des projets écosystémiques, qui est suivi après par toute une série de compétences qui vont émerger à sa réalisation. Continuons. On dit un texte hors contexte n'est qu'un prétexte. C'est une question des perspectives plurielles et d'approches multiples et pluridisciplinaires. Une approche limitée ne permet pas d'intégrer une vision globale écosystémique du tout. Alors, dans cette image, on a à gauche 3 images à 4 saisons différentes de Mamilo, et chacune représente une vérité à un moment donné. Mais quand on les confronte, bah, la réalité de cette image, c'est la convergence des différentes saisons. Et même, il y a plein de nuances entre les saisons. Et donc, c'est une perspective temporelle. Et à droite, on a le même sommet, c'est les Cervins, pris de 4 différentes perspectives. Il y a la perspective des Zermatt classiques qu'on connaît bien, une perspective italienne, et l'autre, c'est notre Suisse et notre italienne, sud, est, ouest et nord, mais c'est encore des images partielles, relatives. Après, il peut y avoir aussi les saisons, c'est même aussi la perspective temporelle. Et ça peut être résumé dans une création digitale où on peut révisiter tous les éléments des différentes relatifs des différents points de vision, mais ça reste encore une projection. Donc, en fait, pour créer des projets écosystémiques, il faut avoir une vision globale, une projection de la globalité du projet de fonctionnement écosystémique. Et après, en fait, il faut pouvoir aller identifier les détails, et après, on fait jouer les détails avec la vision globale. On perfectionne la vision globale, et on perfectionne le fonctionnement synergique des éléments des écosystèmes. Et c'est un processus itératif, circulaire, qui permet d'aller de plus en plus en profondeur dans l'application des principes écosystémiques du vivant à niveau des projets collectifs humains. Par rapport à ma recherche écosystémique du contexte et des solutions, j'arrive à des conclusions et des potentielles solutions. Je vais vous les présenter et après, j'expliquerai le parcours logique que j'ai emprunté pour y arriver. Alors, j'étais très ambitieux en pensant que dans les 10 minutes, je pouvais aussi présenter les processus qui m'avaient amené la genèse de ma compréhension et de mes recherches, chose que j'avais déjà fait dans des vidéos sur ces même chaîne YouTube. L'image, la genèse du processus où j'examine comment je suis arrivé par intuition, par l'expérience et la conceptualisation qui est venue seulement dans une phase successive à l'expérience où j'ai identifié qu'il y avait des phénomènes qui n'étaient pas expliqués dans la conscience ordinaire ou dans de la société et qu'il fallait chercher. Voilà. Et comme il y avait plein de petits points qui apparaissaient et qui semblaient être répondre à des mêmes principes, petit à petit, sur 20, 30 ans d'expérience, j'ai commencé à relier ces points et ça a commencé à donner un dessin d'ensemble cohérent qui me permettait de mieux focaliser des questionnements et des sujets de recherche. D'abord, je définirai les contextes actuels d'enjeux évolutifs majeurs pour l'espèce humaine. Nous pourrions être face à une bifurcation évolutive, d'un côté le transhumanisme et de l'autre la réalisation des plans potentiels évolutifs humains. Alors, il s'agit toujours d'un humain augmenté. Il y a l'humain augmenté selon les technologies, des processus qui sont plus comparables à de la biologie des synthèses, qui identifient certains fonctionnements de l'écosystème et les reproduit de manière à obtenir un certain résultat, tout en perdant l'efficacité et l'exponentialité
l'exponentialité des pouvoirs de l'écosystème. Et après, il y a l'humain, augmenté de ces plans potentiels qui sont intrinsèques, qui sont déjà inscrits dans ces codes évolutifs, mais, ou dans son futur potentiel d'excellence, mais il a besoin, l'humain a besoin en fait de les actualiser dans les présents. Donc, c'est plutôt dans cette direction. C'est aussi de l'ingénierie écologique qui se met au service des écosystèmes pour valoriser et accélérer, catalyser les processus évolutifs naturels, potentiels de la nature. Ça serait une question de choix responsable à poser versus la concession passive d'un consensus manipulé par qui dirige le manège du grand cirque. Il s'agirait de réaligner tous les indicateurs évolutifs humains avec les principes écosystémiques du vivant et avec nos plans potentiels latents déjà réalisés dans les futurs d'excellence, mais à actualiser dans les présents. Alors, on verra dans les vidéos suivantes les indicateurs écosystémiques des projets, comment on va identifier d'un point de vue subtil mission, raison d'être, référentiel d'appartenance, et d'un point de vue plus matériel, effet souhaité sur l'environnement, comportement, capacité. Donc, c'est des aspects subtils et matériels du projet. C'est fondamental d'identifier ça en amont parce que ça permet de parler du projet sous différents points de vue, sous différentes dimensions, sous différents niveaux, ce qui justement va permettre, quand on sera dans la phase de synchronisation, de synchroniser tous ces différents niveaux, toutes ces différentes subtilités ou densités des projets ensemble de manière cohérente et synergique. Nous sommes à un point de bascule entre un ancien paradigme, les paradigmes de l'avoir et de la conscience fragmentée, qui est déjà obsolète, mais encore assez fort dans les dernières phases de son cycle de vie. Et de l'autre côté, on a les nouveaux paradigmes de l'être qui s'affirment petit à petit avec de plus en plus de force, et c'est les paradigmes de la conscience intégrée. Conclusion et travail effectué dans la pratique sous 3 niveaux. Pour passer de la 3D, l'ancien paradigme, à la 5D, le nouveau paradigme de l'être, en passant par la 4D qui représente les pivots des bascules, il va falloir intégrer nos 3 niveaux de conscience. Notre conscience ordinaire du présent, qui est locale, avec notre conscience instinctive primitive, qui est non locale, et notre conscience intuitive du futur d'excellence, qui est aussi non locale, et créer dans le présent une conscience cosmique universelle, individuelle et collective unitaire. Cela pose la nécessité d'œuvrer à 3 niveaux. Premier niveau inférieur, la purification de la conscience ordinaire et instinctive à travers la réduction des parasites, conditionnements, croyances dépassées, réduction des clivages, réduction des mémoires cellulaires obsolètes, etc. À un niveau supérieur, il faut rendre permanent notre connexion à notre futur potentiel d'excellence de façon à pouvoir être inspiré vers le haut et inspiré par nos plans potentiels déjà réalisés dans les futurs, mais actualisés dans les présents. Et à un niveau intermédiaire, il y a l'intégration au quotidien des principes écosystémiques du vivant à travers leur mise en application concrète dans les projets multiples aussi, des constructions de la nouvelle Terre 5D, du paradigme de l'être. Donc, en fait, cette partie du milieu correspond à l'application du processus d'émergence des projets écosystémiques alignés avec les vivants. Donc, on a vu l'énumération des indicateurs et d'où on va voir dans les détails ces indicateurs dans les vidéos futures qui vont venir. Et je vous invite donc, si vous êtes intéressé à ces sujets, de continuer à suivre le film. Il faut donc arriver à récupérer toutes nos énergies investies dans le faire au service de l'avoir et les mettre au service du faire pour l'être. Dans
dans ce sens, j'ai mis à point un support applicatif et pédagogique expérientiel qui permet de prendre en compte tous les indicateurs et de les mettre en alignement avec les principes écosystémiques du vivant en interceptant nos plans potentiels dans notre futur évolutif d'excellence. Voilà, donc c'est un support qui a évolué, qui prend en compte tous les indicateurs avec leurs fonctions, c'est très détaillé, et en plus avec les processus qui constituent la mise en relation de tous ces aspects-là. Vous donner une dernière image, c'est ce qui pourrait représenter ce travail. En fait, on voit ici un bouquetin qui saute dans le vide. Eh bien, ce n'est pas un geste improvisé, c'est un geste qui est déjà inscrit dans la matérialité de l'être de cet animal et en même temps est inscrit dans ce plan potentiel subtil de cet animal. Et du coup, le rocher d'où le bouquetin saute correspondrait à la matrice qui représente notre base de départ évolutive. Et notre plan potentiel, ce serait ceux qui sont représentés par l'endroit où le bouquetin va atterrir. Et ces 4D, cet espace de prise de conscience et d'application, c'est ces vides dans lesquels il va se trouver. Et ces vides, c'est un vide concentré, en fait. C'est ce qu'on pourrait dire en termes sportifs, la zone, c'est cet endroit où on est conscient de nos potentiels, même s'ils ne sont pas encore manifestes. Et dans ces foi, dans ces confiances profondes, ces connaissances intrinsèques, etc., on va donner origine à ce qui est notre légende à réaliser, en fait, notre futur potentiel d'excellence. Voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.